Bonjour tout le monde. Après avoir terminé avec les cours, donc il nous reste les conduites à tenir. Dans chaque chapitre, on va essayer de faire la conduite à tenir de l'anémie, de troubles d'hémostase, de syndrome hémorragique et adénopathie splénomégalie. Et on fera une révision générale de chaque chapitre. Comme ça va vous permettre de bien retenir et de réviser vos cours. Donc, on commence avec la conduite à tenir devant une anémie. L'anémie, comme on l'a déjà définie, elle est définie par une baisse de l'hémoglobine en dessous de 13 hémoglobines pour l'homme, 12 pour la femme et 10,5 pour la femme enceinte. La première chose à faire, c'est un diagnostic. Donc, ce n'est pas un diagnostic, c'est un symptôme. L'anémie, c'est un symptôme. Donc, toujours, il faut rechercher le diagnostic étiologique. Donc, pour notre démarche diagnostique, la première étape, c'est quand est-ce qu'on suspecte une anémie. Donc, on a les signes fonctionnels, les signes d'appel, l'asthénie, la dyspnée, la tachycardie, palpitation. Donc, ça, c'est les signes fonctionnels. Les signes subjectifs, ce que le patient apporte et ce que le patient ressent. Et c'est parmi les motifs de consultation. Et l'examen clinique, on retrouve essentiellement la pâleur muqueuse. Donc ensuite, on apprécie la profondeur, donc recherche des signes d'intolérance. Voilà, par un examen clinique et un interrogatoire approfondi. Le mode d'évolution, donc est-ce que c'est aigu, c'est chronique, donc voilà, pour faire la part des choses entre les anémies aiguës, les anémies chroniques, etc. Et il y a des signes d'orientation, un examen clinique complet, par exemple, dans l'anémie fériprive, si on suspecte une anémie fériprive, on doit rechercher les signes d'hystéropénie. Pour l'anémie hémolytique, on recherche les signes d'hémolyse. Donc, il y a des signes d'orientation. Chaque pathologie a les signes accompagnateurs. Donc, on doit faire un examen complet afin d'avoir le maximum d'éléments et ça va nous permettre de bien guider notre démarche diagnostique. Le côté biologique, donc pour affirmer l'anémie, il faut pratiquer un hémogramme. Donc qu'est-ce qu'on va trouver? Une baisse de l'hémoglobine, globules rouges et de l'hématocrite. Donc voilà. Ensuite, il faut, devant toute anémie, il faut calculer le VG1 et CCMH, c'est les indices érythrocytaires. Ça va nous permettre de suivre des algorithmes bien précis. Voilà, et mécanisme de l'anémie, chose très importante devant toute anémie, il faut demander d'autres réticulocytes. D'autres réticulocytes, c'est-à-dire pour voir est-ce qu'elle est d'origine centrale ou d'origine périphérique. Ensuite, on confirme nos données hématométriques par un frottis sanguin. Après, ça va être soit les dosages, soit le bilan martial, soit faire un midullogramme, tout dépend les différents éléments clinico-biologiques qui vont nous orienter pour les suites d'exploration. Et ce qu'il faut faire avant tout, donc quand vous interprétez l'hémogramme, et la clinique, bien sûr, on a le patient et on a les données biologiques. Donc il faut toujours éliminer les fausses anémies. C'est-à-dire, il y a des fausses anémies comme dans les dysglobulinémies, il y a une hémodilution. C'est-à-dire, il y a une augmentation du volume plasmatique, donc une diminution relative de l'hémoglobine. Par exemple, chez la femme enceinte, troisième trimestre, quand on a un hypersplénisme, les grandes hyperprotéidémies, essentiellement les gamma-pathés, surtout dans la maladie de Waldenström, on a dit que c'est une protéine, donc on aura une augmentation du volume plasmatique. On a vu que le sang, il y a le plasma et il y a les éléments figurés du sang. Et le globule rouge donc c'est la grande partie. Donc l'autre, le coplaquitaire a une quantité infime. Donc, on a le plasma et la concentration globulaire. Donc, voilà le volume globulaire. C'est ça les deux volumes qu'on a au niveau du sang. Donc, s'il y a une augmentation, un état donc
comme une femme enceinte dans le troisième trimestre. Donc, il y a augmentation du volume plasmatique. Donc, il y aura une diminution du volume globulaire, mais c'est pas une anémie, c'est une fausse anémie, donc une hémodilution, ce qu'on appelle l'hémodilution. Donc, il faut éliminer, c'est-à-dire pour dire que c'est une anémie, il faut une diminution des globules rouges, de l'hématocrite et de l'hémoglobine. Voilà. Donc voilà, le diagnostic de l'anémie passe par trois étapes. Donc il faut donc éliminer les fausses anémies. L'anémie, elle est définie par hémoglobine inférieure à 13 chez l'homme et 2 chez la femme. Et c'est pour ça on descend jusqu'à 10,5 chez la femme enceinte. Parce qu'il y a de l'hémodilution. Voilà. C'est pour ça, par exemple, dans Val-d'Estran, quand le patient il est à 7, il faut rechercher vraiment les signes d'intolérance ou d'immunité parce qu'il y a l'hyperviscosité. Donc, on peut avoir un faux 7. Donc, il faut voir l'examen clinique il faut être clinicien avant tout, un bon clinicien. Quel est son mécanisme? Donc, après avoir confirmé que c'est une anémie, quel est son mécanisme? Donc, d'abord, on a les indices érythrocytaires, microcytaires normochrome, microcytaires hypochrome, macrocytaires normochrome, normocytaires normochrome, etc. Et le taux de réticulocyte pour voir est-ce qu'elle est centrale ou périphérique. Après avoir étiqueté l'origine le mécanisme de notre anémie, on va pousser des examens pour voir la cause et connaître la cause de cette anémie. Donc c'est ça les trois étapes importantes pour le diagnostic d'une anémie. Parce que l'anémie, je vais donner un exemple. Quand on a une anémie fériprique, par exemple, le patient il vient, il a un syndrome anémique, très bien. On examine, on suspecte une anémie, il y a la pâleur, il y a les signes fonctionnels et les signes physiques d'une anémie, avec les signes de stéropénie, donc une jeune femme en période génitale, donc voilà, activité génitale. Donc on sait que très probablement elle fait une anémie fériprique. Je fais un hémogramme, on va trouver une anémie microcytaire hypochrome A régénérative. Très bien, je fais le bilan martial. C'est une anémie fériprique. Après, on va traiter. Mais ce qui est très important, il faut connaître l'étiologie. Donc, soit augmentation des pertes, surtout chez la femme, une jeune fille dans le début des menstruations, ou bien les âges extrêmes, etc. Donc voilà, il faut rechercher l'étiologie, soit une malabsorption. Donc il faut faire une fibroscopie chez les sujets jeunes ou adultes. Donc voilà, il faut rechercher peut-être une spoliation sanguine. Il faut rechercher, donc c'est ça le plus important, c'est le diagnostic étiologique. Rechercher l'étiologie afin de traiter, bien traiter. Voilà. Donc on traite l'anémie, la carence, etc. Mais ce qui est important, c'est l'étiologie. Également pour toutes les autres causes d'anémie. On va voir les différents algorithmes. Donc on va commencer avec cet algorithme qui est global. Donc l'anémie, il y a les causes extra-hématologiques et hématologiques. Voilà, l'anémie, les différentes causes. Donc, je vais sur cet algorithme, c'est d'une façon générale. Ça, c'est quand on n'a que la clinique. On n'a pas les données biologiques, on n'a pas microcytose hypochromie. Vous voyez, on a plusieurs causes. Ensuite, grâce aux données hématométriques, on peut s'orienter avec précision. Donc, je vais vous expliquer comment. Donc, si on a un patient qui vient pour un syndrome anémique, comment on va le discuter? Donc, on a soit les causes extra-hématologiques et les causes hématologiques. Les causes extra-hématologiques, donc l'insuffisance rénale, elle peut donner de l'anémie. C'est par déficit en érythropoïétine. Voilà qui est le principal facteur de l'érythropoïèse.
première des choses. Deuxième des choses, il y a dans l'insuffisance rénale la carence également. L'insuffisance hépatique ou bien d'hystéroïdie, on a vu les facteurs qui interviennent dans l'érythropoïèse, ou bien l'anémie inflammatoire qui est microcytaire hypochrome. Donc, qu'est-ce qu'on a cliniquement? Donc, tout ça, il faut rechercher les signes d'orientation d'insuffisance rénale, les signes d'orientation d'insuffisance hépatique, les signes d'orientation d'hystéroïdie, d'inflammation. Donc, voilà. Donc, ça, c'est extra-hématologique. C'est pour ça que je vous ai dit diagnostic clinique. D'abord, c'est l'anémie. On confirme l'anémie. On va voir est-ce qu'elle est aiguë ou chronique, le mode d'évolution et les signes accompagnateurs pour nous permettre, ça va nous permettre de guider notre démarche diagnostique. Voilà, anémie inflammatoire. Ensuite, donc anémie inflammatoire, il faut rechercher les signes d'inflammation. Donc, est-ce qu'il y a des polyarthralgies, des signes cutanés, une maladie inflammatoire associée, les antécédents du patient, etc. Hématologique, donc on a les causes périphériques et les causes centrales. Donc, les causes périphériques, on a trois causes, soit un saignement, soit consommation ou hypersplénisme. Essentiellement, l'hypersplénisme, c'est l'anomalie de répartition, ou bien l'hémolyse. Donc, quand on a anémie régénérative, là, on est, donc c'est l'algorithme pour surtout clinique. Donc, on reste clinicien. Donc, périphérique, donc, on recherche un saignement, on recherche les signes d'hémolyse, et on recherche une hépatosplénomégalie, donc quand il y a une consommation, séquestration, voilà. L'hémolyse, on recherche les signes de saignement, c'est soit saignement extériorisé ou bien saignement occulte. L'hémolyse, on recherche les signes d'hémolyse subictaire conjonctivale, splénomégalie, donc on a vu qu'il y a l'hémolyse intravasculaire, extravasculaire, la triade hémolytique, triade quand elle est incomplète, le signe spécifique c'est le subictaire conjonctival. Donc. Ensuite, on a les anémies hémolytiques acquises et congénitales. Voilà, donc anomalie corpusculaire ou extracorpusculaire. Extracorpusculaire, c'est les causes des anémies hémolytiques le plus souvent acquises. Et anémie hémolytique corpusculaire, le plus souvent, c'est d'origine congénitale. Donc voilà. Acquise, donc soit immunologique, soit non immunologique. Soit à l'immunisation, on recherche une transfusion, notion de transfusion. Immunoallergique, prise médicamenteuse. Auto-immunologique, donc c'est quand il n'y a pas d'antécédents d'hémolyse, etc. Donc, et on recherche également l'étiologie de cette anémie auto-immune. On est dans ce diagnostic. Voilà. Donc, non immunologique, mécanique. On va voir les antécédents du patient. Est-ce qu'il est porteur d'une valve mécanique ou non? Toxique, donc il faut rechercher bien avec un interrogatoire minutieux la prise toxique, etc. ou exposition à un toxique, médicaments et infectieux. Donc, est-ce qu'il est fébrile ou non? Notion de voyage, donc on a surtout le paludisme, etc. Les causes congénitales, donc on a soit anomalie c'est des causes essentiellement corpusculaires, soit un problème au niveau de l'un des constituants des globules rouges, anomalie de la mémoire, anomalie de l'hémoglobine ou anomalie des enzymes. Donc voilà, les bêta-thales et les sédenthalassémiques syndrome drépanocytaire, un message, c'est essentiellement GSPD. Et chaque pathologie a ses éléments d'orientation clinique. Donc voilà, par exemple, dans le bêta-thalassémie, on recherche donc une notion de transfusion, les malformations, les déformations, l'aspect mongoloïde, dans le syndrome drépanocytaire, les crises vaso-occlusives, les infections, dans l'MSH, donc la microsclérocytose héréditaire, l'ictère néonatal, GCSP, des déficits, c'est des hémolyses aiguës après
un facteur d'ingestion, par exemple, de fèves, donc il y a un facteur déclenchant. Donc, vous voyez, chaque pathologie a ses... Quand on connaît nos questions très bien, donc on peut guider notre diagnostic et être précis et faire l'examen biologique approprié. Voilà, donc c'est pour ça qu'il faut avoir le maximum d'informations cliniques. Comme ça, vous aurez une bonne orientation clinique et une bonne démarche diagnostique. Et ça va vous permettre d'orienter votre diagnostic, de ne pas perdre du temps, première des choses, d'être économique. Voilà, parce que donc on va pas demander tous ces examens pour une anémie. Donc si on est bien orienté, on peut faire un examen qui va nous permettre de poser avec exactitude le diagnostic. Comme ça, et ça va vous permettre une prise en charge rapide et vous soulager votre patient. Donc voilà. Et les causes centrales, donc soit à moelle pauvre, donc c'est les aplasies médulaires, donc on recherche les autres signes, syndrome hémorragique associé, syndrome infectieux, donc les signes d'insuffisance médulaire. Soit acquise congénitale, on a vu, on recherche tache café au lait, donc Fanconi, etc. Ou bien à moelle riche, c'est les anomalies quantitatives, syndrome myélodysplasique, donc c'est les plus fréquents. Ça se voit surtout avec l'âge. Et les carences en FAB, en fer ou anémie mixte en FAB, donc rechercher les signes digestifs. Pour l'anémie carence en vitamine B12, rechercher les signes neurologiques. Voilà. Le fer, il faut rechercher les signes de sidéropénie. Mixte, on a les deux signes, les différents signes. Voilà, rechercher le terrain, l'alimentation. Pour les troubles qualitatifs, donc j'ai inversé là, je m'excuse, le qualitatif, c'est SMD, FAB et fer et mixte. Et quantitatif, c'est extra-hématologique et infiltration médulaire, donc d'origine centrale. Donc extra-hématologique, c'est les métastases, donc on a un contexte particulier, altération d'état général, il y a des signes d'appel de néoplasie, donc on suspecte les métastases. Et hématologique, on a soit un syndrome lymphoprolifératif chronique, donc LLC, donc infiltration médulaire, insuffisance médulaire. La LLC, le myélome multiple, les dysglobulinémies, une leucémie aiguë, donc l'anémie elle est aiguë. C'est pas comme la LLC, comme l'anémie par fer, généralement elle s'installe progressivement. Donc ça, c'est un algorithme qui englobe les différentes étiologies d'anémie. Et cet algorithme, ça va vous permettre de discuter votre patient sur les données cliniques. Sur les données cliniques. Juste là, il faut inverser. Au lieu de quantitatif, donc ça c'est qualitatif et ça c'est quantitatif. Il faut inverser les deux. C'est tout. De frappe. Donc ensuite, on a l'anémie, on a une orientation globale sur la clinique. On va demander, donc premier examen, c'est l'hémogramme. L'hémogramme, on a d'autres éléments qui vont nous orienter plus. Donc, c'est les indices érythrocytaires et le taux de réticulocytes. Très bien. Donc, on a les anémies microcytaires hippogrammes ou microcytaires et les anémies macrocytaires et les anémies macrocytaires. Donc, on a trois algorithmes. Pour les anémies microcytaires, en fait, taux de réticulocytes, il y a les anémies microcytaires arégénératives et les anémies microcytaires régénératifs. Tout ce qui est régénératif, donc, c'est les anémies microcytaires régénératifs, c'est surtout les syndromes thalassémiques, que ce soit bêta-thalassémie ou bien l'alpha-thalassémie. C'est le syndrome thalassémique qui donne une microcytose avec une petite régénération. Dans la bêta-thalassémie hétérozygote, c'est une pseudo-polyglobulie microcytaire. On n'a pas forcément une anémie. On peut avoir une petite anémie, une anémie modérée, mais on a la pseudo-polyglobulie microcytaire. Donc, c'est-à-dire, c'est pas une polyglobulie vraie, c'est une pseudo-polyglobulie et augmentation que des globules rouges. Pseudo-polyglobulie avec une microcytose. On voit ça dans la bêta-thalassémie hétérozygote. Voilà l'examen qui nous
qui va nous permettre de poser le diagnostic. Donc, on fait électrophorésis d'hémoglobine, on a HbA2 donc supérieur à 3,3. Mais les anémies microcytaires régénératives, c'est les bêta-thalassémies homozygotes ou bien les alpha-thalassies. Donc voilà vous voyez, ça nous oriente avec précision. Anémie microcytaire régénérative, il faut pas trop rechercher plusieurs causes. Rechercher directement, demander électrophorèse d'hémoglobine. Vous voyez? Donc anémie microcytaire arégénératif. Donc, on a soit carence martiale, soit anémie inflammatoire, soit anémie sidéroblastique. Il y a trois causes. Les plus importantes, c'est soit inflammatoire, soit fériprive. Et il reste quand on élimine l'inflammatoire, on élimine. Donc, première des choses, on va faire un bilan martial. Donc, on a l'examen clinique. Est-ce que le patient présente beaucoup plus, donc ça nous évoque cliniquement, et est-ce qu'il nous évoque beaucoup plus une anémie inflammatoire? Donc on va voir le contexte clinique, s'il y a signe d'appel inflammatoire, etc. Donc ça nous oriente vers anémie inflammatoire. Si on a des signes en faveur de sidéropénie, etc., vous voyez que la clinique c'est très important. Donc on va pencher vers l'anémie fériprive. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va demander un bilan martial. Ferritine qui va nous orienter vers, si elle est basse, donc c'est une anémie fériprive. Si elle est normale ou élevée, ça va nous orienter vers une anémie inflammatoire. La ferritine ne peut pas l'interpréter quand il y a un syndrome inflammatoire. On fait le bilan inflammatoire, ça nous confirme qu'il y a de l'inflammation. Vous voyez, s'il y a ni inflammation, ni carence martiale, donc on suspecte l'anémie sidéroblastique, elle fait partie des syndromes myélodysplasiques, on fait la moelle et on va rechercher les sidéroblastes, les rings sidéroblastes dans la moelle. Donc voilà, voilà les différentes causes des anémies. Anémie microcytaire, peu régénérative, donc c'est les syndromes thalassémiques. Arégénératif, soit inflammatoire, soit fériprive. On fait le bilan. Si on a ni inflammatoire ni fériprive, on pense à l'anémie sidéroblastique. Donc voilà, démarche diagnostique devant une anémie microcytaire. Donc voilà. Donc voilà les examens qui vont nous permettre de faire la part des choses. Le fer sérique, il n'est pas dans le carence martiale, il n'est pas également dans l'inflammatoire. TIBC, il est élevé dans martial comme dans l'anémie inflammatoire. Le coefficient de saturation, la différence, coefficient de saturation, il est très bas dans la carence martiale. Dans l'inflammatoire, il est bas, mais il est supérieur à 7%. Il est aux alentours de 16%. Par exemple, dans l'anémie fériprive, on va le trouver à 6, 7%, etc., 10%. Mais dans l'anémie inflammatoire, il est aux alentours de 16%. Donc, c'est le premier élément d'orientation. La ferritine, elle est basse dans la carence martiale. Dans l'anémie inflammatoire, elle fait partie, la ferritine, des marqueurs de l'inflammation. Donc, elle peut être normale, élevée, donc on ne peut pas l'interpréter. On complète là, dans l'inflammatoire, par le bilan inflammatoire, CRP, etc., l'histophase protéine sérique, la VIS. Donc, ça, c'est l'algorithme, l'anémie microcytaire. Ensuite, on a l'anémie, on commence avec macrocytaire, ensuite on revient à l'anémie normocytaire. Anémie macrocytaire. Donc, soit régénératif, soit arégénératif. Régénératif, on a soit hémorragie, soit hémolyse. Quand elle est régénérative. Soit l'hémorragie, soit l'hémolyse. Vous voyez, toujours dans la régénération, même microcytaire. Quand elle est régénérative, on pense à l'hémolyse. Donc, cette thalassémique fait partie des anémies hémolytiques. Vous voyez? Donc, également, quand elle est macrocytaire, pourquoi on dit que on trouve une macrocytose dans l'hémolytique? Parce qu'il y a une carence en BNF. Donc, il y a de l'hémolyse, diminution de BNF. Elle peut être macrocytaire, elle peut être normocytaire, l'anémie hémolytique. Post-hémorragique. Ensuite, anémie. Pardon.
Je reviens sur. Donc, anémie macrocytaire, quand elle est régénérative, c'est post-hémorragique ou hémolytique. Post-hémorragique, la moelle, elle va essayer de compenser, donc on aura des globules rouges de grande taille. Parmi les signes de régénération, c'est la macrocytose. Hémolytique également, il y a un scénario. Au début, elle est normocytaire régénérative. Ensuite, on commence à voir la carence en BNF. Donc, ça donne une anémie macrocytaire. Donc, il y a la carence BNF, donc c'est multifactoriel. Mais quand il y a installation de la carence BNF, l'anémie hémolytique, elle devient régénérative parce qu'il y a carence en BNF. Donc, il faut supplémenter en BNF pour voir la régénération. Donc, voilà, pour ne pas donc, pour ne pas mélanger les informations, donc on reste sur anémie macrocytaire. Si elle est régénérative, on pense toujours à l'hémorragie ou l'hémolyse. Si elle est arégénérative, les causes les plus fréquentes, c'est les anémies mégaloblastiques. Les anémies mégaloblastiques, on a la carence chef de file, c'est carence en vitamine B12, B9. Les autres, c'est syndrome myélodysplasique, etc. Tout ça, c'est les syndromes myélodysplasiques ou dysérythropoïèse congénitale. C'est le syndrome myélodysplasique. Et les anémies non mégaloblastiques, on a l'aplasie médulaire, myélofibrose, non-vieillissement médulaire, donc on peut avoir une macrocytose. Donc voilà ce qu'il faut savoir dans l'anémie macrocytaire normochrome. Il faut toujours, premier plan, penser à l'anémie par carence en B9 et B12. L'anémie normocytaire normochrome, si elle est régénérative, il faut penser soit à saignement, soit l'hémolyse. Très très bien. C'est bon. Pour l'anémie arégénérative, vous voyez l'intérêt des réticulocytes. Si l'anémie elle est régénérative, directement pensez. Soit saignement, soit hémolyse. Il n'y a pas mille étiologies. Si elle est arégénérative, soit cause hématologique, extra-hémato, on revient sur le premier algorithme. Donc, il y a les orientations cliniques et biologiques. Insuffisance rénale, dystéroïdie, syndrome infectieux, syndrome tactile. Donc, voilà, c'est des causes extra-hématologiques. Pour les causes hématologiques, soit anémie par carence mixte, donc si on a une carence en fer et en BNF. Donc, qu'est-ce qu'on a? Ou bien B12. Donc, on a une anémie mixte. Donc, anémie ferriprive, elle va vers la microcytose et le FAB, elle va vers la macrocytose. Donc, si on a une anémie mixte, on aura une anémie normocytaire hypochrome. Donc voilà, anémie mixte, il faut l'indication de la moelle. Donc quand une anémie normocytaire non arégénérative, on fait un médulogramme. Donc pour éliminer une leucémie aiguë, et éliminer une infiltration par autre cellule et l'aplasie médulaire. L'aplasie médulaire, le diagnostic, il est histologique. Donc voilà les différents algorithmes de l'anémie. Donc, on revient. Donc, soit on a une anémie microcytaire hypochrome, anémie microcytaire. Donc, on va faire non, microcytaire. Microcytaire, soit régénératif, pas régénératif. Régénératif, peu régénératif, c'est les syndromes thalassémiques essentiellement. Régénératif, soit anémie fériprive, soit anémie inflammatoire. Quand on a né fériprive, né inflammatoire, on pense au syndrome sidéropénique. Anémie macrocytaire, macrocytaire régénératif. Donc, régénératif, il faut penser à l'hémorragie, à l'hémolyse. Donc, voilà, à régénératif, macrocytaire, donc on fait un médulogramme afin, c'est essentiellement les anémies mégaloblastiques, FAP et BNF. Donc, l'anémie normocytaire normochrome, on a soit régénérative, donc soit leucémie aiguë, insuffisance médulaire, anémie mixte, ou bien normocytaire régénératif, c'est également hémolyse ou hémorragie. Donc ça, c'est un autre, on peut utiliser cet algorithme, mais nous, on préfère ces trois algorithmes. Donc voilà. On va faire une révision générale sur le chapitre des globules rouges. Donc, on va commencer par l'hématopoïèse. L'hématopoïèse, c'est les différents mécanismes qui vont nous permettre la production continue et régulée des différents éléments figurés du sang. Pourquoi? Parce que chaque élément a une durée de vie qui est limitée. Donc, il faut qu'il y ait une compensation. Et ce mécanisme de compensation, c'est l'hématopoïèse. L'hématopoïèse, elle s'effectue donc chez l'adulte. On
revenir sur l'embryon et la vie intrafœtale. Donc, chez l'adulte, c'est essentiellement c'est exclusivement au niveau de la moelle. Donc, sont toutes les cellules d'origine, ces cellules souches hématopoïétiques qui est plus répandante. Cette cellule, elle est à l'origine de toutes les cellules hématopoïétiques. Donc, cette cellule souche, elle va donner des progéniteurs hyaloïdes et des progéniteurs lymphoïdes. Ces progéniteurs, donc, ils vont subir une différenciation, ils vont s'engager dans une lignée. Chaque lignée, donc cette cellule, elle est l'origine de toutes les cellules. Et cette cellule progénitrice, donc progéniteur myéloïde, il est à l'origine, cette cellule, elle est à l'origine des différentes cellules de la lignée myéloïde. Et lymphoïde, c'est le lymphoïde B et le lymphoïde T. Myéloïde, elle va donner notre progéniteur. Ce progéniteur, il va donner les différents progéniteurs qui vont s'engager dans une lignée. Donc, vous voyez, le pouvoir de totipotence est diminue. Donc, de plus on va vers le bas, plus il y a un engagement dans une lignée. Cette cellule, elle est à l'origine de toutes les cellules. Donc, un pouvoir de totipotence très important. Ensuite, ils vont s'engager, donc diminution de pouvoir de totipotence, de multipotence, et augmentation du pouvoir prolifératif. Donc, quand ils s'engagent dans une lignée, ça donne les précurseurs. Les précurseurs de la lignée érythroïde, les précurseurs des mégakaryocytes, les précurseurs des granuleux, etc. Les différents précurseurs. Ces précurseurs, après ces cellules matures qui sont précurseurs qui sont morphologiquement identifiables, ils vont subir une maturation et une prolifération pour donner globules rouges pour la lignée érythroïde, ce qu'on appelle l'érythropoïèse, mégakaryopoïèse, donc mégakaryocytes, ils vont donner plaquettes, donc endométose, c'est un mécanisme particulier. C'est fragmentation cytoplasme qui vont donner ces fragments on va les appeler les plaquettes qui vont intervenir dans l'hémostase primaire. On a la granulopoïèse, ça donne des polynucléaires neutrophiles, eosinophiles et basophiles, et des eosinophiles, basophiles, et on a la lignée monocytale qui va donner des monocytes. Et la lignée B et la lignée T. Et durant ce processus, il y a des facteurs qui interviennent dans différentes étapes. Il y a des facteurs hématopoïétiques. Donc, ce que je vais citer essentiellement, donc on a l'érythropoïétine pour la lignée érythroïde, la thrombopoïétine pour la lignée mégakaryocytaire, GCSF pour la lignée granuleuse, GMCSF. Voilà donc les différents facteurs qui interviennent. Et il y a d'autres facteurs. Pour la lignée érythroïde, donc il y a les facteurs non donc exogènes, c'est la vitamine B12, B9, les facteurs phares pour la synthèse de l'ADN. Et pour la synthèse de l'hémoglobine, on a besoin du fer. Donc, vous voyez, chaque élément a ses facteurs hématopoïétiques de croissance spécifique délignés, donc comme l'érythropoïétine, et il y a les facteurs hématopoïétiques de croissance de phase précoce, donc les différents autres facteurs. Voilà pour l'hématopoïèse. Ensuite, les éléments figurés du sang, les cellules matures, elles vont quitter la moelle pour exercer leur fonction au niveau du sang et les tissus. Pour explorer ce qui circule, donc les éléments figurés du sang, on a ce qu'on appelle l'hémogramme. C'est des valeurs qu'il faut les retenir. L'hémoglobine, anémie inférieure à 13 chez l'homme, 12 chez la femme, 10,5 chez la femme enceinte. Le VGM, il est entre 80 et 100. CCMH supérieur à 32. Réticulocyte, donc inférieur à 120 000. Taux de globules blancs 4000 à 10 000, taux de plaquettes 150 000 à 450 000. Donc, quand il y a une baisse d'hémoglobine, globules rouges et c'est une anémie. VGM, quand il est bas, c'est microcytaire. Il est élevé, macrocytose. CCMH bas, mais hypochromie. Réticulocyte inférieur à 120 000 à régénératif, supérieur à 120 000 régénératif. Leucocyte, on est au-dessus de 10 000, c'est une hyperleucocytose, inférieure à 4 000, donc leucopénie. Plaquettes, si on est en dessous de 150 000 thrombopénie, supérieur à 450 000, c'est une thrombocytose.
Voilà, devant tout anémie, il faut demander un taux de réticulocytes, il faut calculer les indices érythrocytaires, il faut connaître les différentes formules des indices érythrocytaires, donc pour le VGM, CCMH. Donc voilà. Pour l'anémie, on a VGM qui est l'hématocrit sur globule rouge x 10, CCMH, donc c'est la concentration corpusculaire moyenne, hémoglobine sur l'hématocrit fois 100. Donc voilà, et les différences, ça va nous permettre de guider guider le diagnostic et étiqueter d'origine notre anémie. Donc quand on a ces différents éléments, donc, j'espère que c'est clair pour l'interprétation des l'hémogramme. Si on a l'hémogramme, on voit taux de globules blancs. On va voir, est-ce qu'il est entre 4000 et 10 000. Ensuite, taux de plaquettes. Ensuite, l'hémoglobine, si elle est basse. Donc, anémie, il faut rechercher calculer les indices érythrocytaires et dire que c'est une anémie normocytaire comme hypocytaire hypochrome. Et devant toute anémie, il faut taux de réticulocytes pour dire que c'est central régénératif ou bien périphérique quand elle est régénérative supérieure à 120. Pour les anémies microcytaires hypochromes, régénératif, on a régénératif, c'est surtout l'hémolyse. Donc, c'est anémie hémolytique, c'est les syndromes thalassémiques. Donc, voilà, les anémies, on a régénératif à régénératif. Qui le site, il est très important. Quand on est devant une anémie régénérative, c'est soit hémorragie, soit l'hémolyse. Pour les anémies régénératives, on va voir normocytaire normochrome, microcytaire hypochrome, macrocytaire normochrome. Normocytaire normochrome, il faut rechercher les causes extra-hématologiques, insuffisance rénale, dystéroïdie, etc. Origine hématologique, soit un moelle pauvre, donc c'est la plasie médullaire, soit un moelle riche, qualitatif ou quantitatif. Qualitatif, donc carence en frappe, carence mixte parce qu'elle est normocytaire, soit anémie par infiltration, donc leucémie aiguë, quantitative, leucémie aiguë, etc. Microcytaire hypochrome, régénératif, il y a deux causes, soit inflammatoire, soit féréprie. Quand on a ni l'un ni l'autre, c'est le syndrome, c'est l'anémie sidéroblastique. Donc, macrocytaire, c'est essentiellement carence en FAP. Donc voilà, il ne faut pas oublier les indications devant les indications de la moelle, les indications de la PBO, indication de moelle, anémie normocytaire normochrome, régénérative. Donc médulogramme pour études cytologiques et PBO pour biopsie osseuse pour études histologiques. Études cytologiques, donc les indications de la moelle, elles se font au niveau sternal ou bien l'os iliaque. Donc, indication de la moelle, on a anémie microcytaire, anémie normocytaire normochrome régénératif, anémie. Vous voyez pourquoi dans l'anémie microcytaire hypochrome, on n'indique pas directement la moelle, parce que les causes les plus fréquentes, c'est carence partielle, anémie inflammatoire. Si on élimine ça, va nous rester sidéroblastique à ce stade-là, on demande la moelle. Si, donc, par exemple, dans le macrocytaire ou normocytaire régénératif, vous voyez qu'il y a les causes de la hantise et l'urgence, c'est la leucémie aiguë. C'est pour ça que le médulogramme il est important. Dans l'anémie macrocytaire, il y a également les hémopathies malignes. Donc, c'est pour ça que le médulogramme il est important. Vous voyez pourquoi on indique la moelle dans ces normocytaires. Donc, anémie normocytaire normochrome régénérative, anémie macrocytaire normochrome régénérative, bicytopénie, pancytopénie, une leucopénie isolée, thrombopénie isolée, s'il y a des cellules anormales au niveau du frottis, ce qui évoque les blastes. Voilà. Quand on a un pic monoclonal, les gammapathies monoclonales, et on a, ou bien parfois quand on a des lésions un tableau qui évoque rien. Donc voilà les indications d'un médulogramme. Et les indications de la PBU, c'est surtout bilan d'extension quand on a une moelle qui est peu riche, donc une moelle diluée, on doit faire une ponction biopsie osseuse. Voilà les différentes indications, il faut les revoir.
Pour l'anémie microcytaire Hippocampe, donc on a l'anémie ferriprive, donc on a vu le fer, le métabolisme du fer, il faut connaître ce tableau et le retenir, la source du fer, viande, poisson, viande de foie, lentilles, légumes. Donc l'absorption, elle est au niveau du duodénum, première angiogène comme la B9. Elle est augmentée par la vitamine C, diminuée par le thé par exemple. Le transport, c'est la transférine. Les besoins, c'est 1 à 2 mg. Et les réserves, c'est l'hépatocyte sous forme de ferritine. Et on a les pertes qui sont de 1 mg chez l'homme. Et tout ça va augmenter, que ce soit les besoins, hein, surtout chez la femme enceinte ou une femme en activité génitale. Donc, quand il y a une activité et utilisation de fer qui est augmentée. Donc, ce qu'il faut dire également, que le fer obéit, donc circule dans un cycle qui est fermé. Cycle qui est fermé. Ça, c'est les différents mécanismes du métabolisme, l'absorption, ensuite le transport, l'utilisation par l'érythropoïèse, ensuite la destruction, le recyclage, etc. Donc, voilà, donc l'absorption. Ça, c'est à retenir ce tableau. Et il faut connaître les différents stades de l'anémie ferriprive. Donc, premier stade, deuxième stade est l'installation de l'anémie. Donc, d'abord, on a la diminution des réserves, ensuite diminution du fer sérique et il n'y a pas d'installation de l'anémie, diminution du fer sérique, augmentation de TBC, diminution de coefficient de saturation, donc perturbation du bilan martial. Ensuite, il y a l'installation de l'anémie avec la microcytose et l'hypochromie. Donc voilà, ça c'est un tableau qui va nous permettre de faire la part des choses entre anémie, microcyte, donc les différentes causes d'anémie microcytaire régénérative. Donc il y a la carence ou bien l'anémie inflammatoire. Fer sérique, les deux sont fer sérique, elle est bas. Ferritine, elle est basse en cas de carence martiale. En cas d'anémie inflammatoire, elle est normale ou élevée. Et il y a le bilan inflammatoire qui est positif dans l'anémie inflammatoire. Ensuite, on a les différentes, donc c'est en post-diagnostic d'anémie ferriprive, il faut rechercher essentiellement l'étiologie. Donc, l'étiologie, soit perte sanguine, soit cause donc de perte, soit ménométrorragie, hématémèse, rectorragie, etc., d'hémolyse dans le sang, donc saignement provoqué, etc. Donc, ça, c'est les causes de perte, c'est les pertes chroniques de fer, c'est des saignements. Voilà, soit augmentation des besoins chez les femmes enceintes, en cas de lactation, en cas de croissance chez les enfants, etc. Les besoins en fer, donc, et grossesse et l'augmentation volume, qu'est-ce qu'on va voir? Soit perte de sang, soit augmentation des besoins, soit malabsorption, soit apport alimentaire insuffisant. Donc, on va revoir ce schéma, soit diminution d'apport, soit défaut d'absorption, soit augmentation des besoins, soit augmentation des pertes, essentiellement par les saignements. Donc voilà les différentes étiologies. Il faut les connaître. Anémie macrocytaire régénérative, c'est essentiellement les anémies mégaloblastiques. Les anémies mégaloblastiques, on a vu des carences en FAB, carences en vitamine B12 et carences en vitamine B9. Les non-mégaloblastiques, c'est l'alcoolisme, l'hépatopathie, myxœdème, syndrome myelodysplastique. On va se toucher sujet H. C'est pour ça qu'on indique 1 mg. Donc, on peut avoir une hémopathie maligne. Donc, il faut connaître les caractéristiques généraux de la vitamine B12 et B9, donc l'alimentation, les besoins journaliers, quotidiens, l'origine c'est animal, exclusivement animal. Donc, on va avoir une carence en B12 chez les végétariens, c'est strict seulement. Voilà, légumes verts, levure et le foie, donc pour le folate. Cuisson peu d'effet, ça c'est pour ça, légumes crus, donc le folate sont thermolabiles, donc ils résistent mal à la cuisson. Réserve donc 2 à 3 pour la vitamine B12 qui vont l'épuisement après jusqu'à 4 ans. Donc on peut ne pas consommer B12, donc on a des réserves qui peuvent résister jusqu'à 4 ans. C'est pour ça on a carence vitamine B12 peu fréquente que le folate et le fer. Carence en fer. Voilà, 3 à 4 mois pour le folate. Le citylénion, ça c'est le diogène comme le fer.
mécanismes, facteurs intrinsèques qui interviennent dans l'absorption de la B12 et conversion méthyltétrahydrofolate pour le transport, c'est transcobalamine, protéine binding, PBE. Et qu'est-ce qu'on a? Les formes physiologiques méthyldysoxyadénosylcobalamine. Donc, c'est les différentes formes de. Il y a quatre formes méthyl désoxyadénosylcobalamine. Il y a de l'hydroxycobalamine, cyanocobalamine. Ça, c'est les formes physiologiques. Ça, c'est les formes qui sont utilisées en thérapeutique. L'acide folique pour le folate et les valeurs physiologiques quand on fait le dosage sérique. Donc ça, c'est à connaître. Vous avez dans les cours les différents tableaux. Voilà. Ensuite, on a les causes de carence en vitamine B12, surtout les malabsorptions. Surtout dans la carence en vitamine B12, c'est les malabsorptions, soit d'origine gastrique, c'est-à-dire l'anémie de Bierma, c'est la plus fréquente, et on a le syndrome de maldissociation et maldigestion. D'origine intestinale, c'est la résection de l'ilium, maladie de Crohn, donc atteinte de l'ilium distal. Et les carences alimentaires, c'est surtout chez les végétariens stricts. La carence en BNF, c'est surtout les malabsorptions. On a l'augmentation des besoins chez la femme enceinte, les nourrissons, donc sujets âgés, les médicaments, les thylides, etc. Ou bien utilisation par excès, surtout dans l'hémolyse. On va voir. Donc voilà, l'anémie par contre, il faut faire donc, pour l'anémie ferriprive, il faut rechercher les signes de sidéropénie, les ondes cassantes, donc les chutes de cheveux, etc. Et pour la carence en BNP12, il faut rechercher les signes digestifs, donc diarrhée, etc. Il faut dans l'anémie par carence en vitamine B12 rechercher des signes neurologiques. Il faut connaître le syndrome neuroanémique et les différentes étapes jusqu'à après. Donc voilà ce qu'on peut dire sur les anémies carentielles. Donc je vous ai mis quelques plaques pour une révision. Donc ensuite on a l'hémolyse physiologique et l'hémolyse pathologique. L'hémolyse physiologique, après 120 jours, c'est la destruction de globules rouges après une durée de vie de 120 jours. Quand il y a un raccourcissement de la durée de vie, on aura ce qu'on appelle l'hémolyse pathologique. Il faut un examen clinique, bilan biologique et connaître l'étiologie. Il y a deux types d'hémolyse. Il y a l'hémolyse qui est chronique, intratissulaire, et il y a l'hémolyse aiguë qui est intravasculaire, c'est aigu. Ça. Donc, intratissulaire, on a la triade hémolytique, la pâleur, l'ictère et la splénomégalie. On a l'anémie qui est anémie macrocytaire parce qu'il y a la régénération qui est rapide. Ensuite, à un autre stade, donc il y a la carence en BNF. Ensuite, ça va être régénératif quand il y a une carence BNF. Donc, c'est une anémie qui est normocytaire ou légèrement macrocytaire régénérative, d'autres réticulocytes supérieur à 120 000, c'est ça ce qu'il faut retenir. Anémie hémolytique, c'est une anémie normocytaire ou macrocytaire régénérative. On recherche les signes d'hémolyse si on a subictaire. Donc, il y a les signes de régénération au niveau du frottis, les quatre signes. Donc, on a le myélimé, l'érythroblastose, la macrocytose et la polychromatophilie, c'est les quatre signes de régénération au niveau du frottis. Bilan d'hémolyse, donc pour hémolyse intratissulaire, bilirubine indirect élevé, on a l'aptoglobine diminuée, l'LDH élevé, fer sérique élevé. Donc pour l'hémolyse intravasculaire, c'est un tableau qui est aigu. Donc, on n'aura pas donc il n'y a pas une triade qui est complète. On a la pâleur, on a le subictaire et il y a surtout les états de choc. Donc, on a une tachycardie pour filant, une hypotension parce que l'anémie est aiguë. On n'a pas le temps le corps n'a pas le temps de s'adapter, donc il va être en détresse. Donc, on aura un état de choc, poule filant, hypotension, oligurie avec urine rouge pour tout. Et juste rouge pour tout jusqu'à l'insuffisance rénale. Donc, qu'est-ce qu'on aura? L'hémoglobinurie jusqu'à l'insuffisance rénale. Donc, voilà les signes d'hémolyse. Donc, on a une anémie au début, 24-48 heures, elle n'est pas régénérative. Moi, on n'a pas le temps de se régénérer. Donc, après 48 heures, on aura la régénération. Donc, qu'est-ce qu'on a également? Anémie qui est régénératif.
anémie qui est régénérative. Au début, ensuite, après 48 heures, elle va être régénérative. Effondrement de l'aptoglobine parce qu'elle va transporter de l'hémoglobine libérée dans la circulation. Taux de bilirubin est libre, donc on a bilirubine au début, il y a le mécanisme de glucuroconjugation jusqu'à l'étape où le foie sera dépassé, il ne peut plus faire la glucuroconjugation, donc on aura de la bilirubine indirecte. Donc voilà, et on a une hémoglobinurie et hémocidinurie, libération d'hémoglobine dans les urines et libération du fait dans les urines. Donc pour les étiologies, syndrome hémolytique, on a dit que soit il y a l'hémolyse d'origine corpusculaire, c'est-à-dire il y a une anomalie au niveau de globules rouges. C'est les causes, le plus souvent, c'est origine congénitale. Donc, il y a extracorpusculaire, donc c'est les anémies hémolytiques acquises, le plus souvent. Pour les anémies hémolytiques corpusculaires, donc congénitales, soit anomalie de membrane, anomalie de l'hémoglobine, soit anomalie de l'enzyme. Anomalie de membrane, c'est le plus souvent, le plus fréquent, c'est Menkoski-Shorr. Hémoglobine, donc on a les syndromes thalassémiques, syndrome drépanocytaire, hémoglobinose C, D et E, et les enzymes déficit en GSPD, PK, c'est le plus fréquent. Donc, je vais pas, il y a une cause qui est corpusculaire et acquise, c'est l'HPN. On va pas rentrer dans, on a vu ça dans l'aplasie médulaire. L'HPN, c'est l'hémoglobinurie paroxystique nocturne. C'est la seule cause d'anémie corpusculaire acquise. Voilà. Les autres, c'est d'origine congénitale. Corpusculaire, c'est d'origine c'est congénitale. Soit une agression extérieure, c'est extracorpusculaire, d'origine immunologique ou non immunologique. Immunologique, donc on a agression par des auto-anticorps, ce qu'on appelle les anémies hémolytiques auto-immunes, soit immunoallergique médicamenteuse, soit un anticorps d'un autre corps, donc c'est l'allo-immunisation. Et pour les non immunologiques, on a soit mécanique, c'est les globules rouges, donc surtout quand il y a valve mécanique qui est désinsertion de la valve mécanique mal placée, etc. Les globules rouges, quand ils passent par cette valve, ils vont être détruits. Donc, qu'est-ce qu'on aura? On aura de l'hémolyse qui est mécanique, soit d'origine infectieuse, surtout le paludisme, et toxique, c'est par exemple le venin des serpents, donc plants, médicaments, ça agresse directement le globule rouge. Donc voilà pour les anémies hémolytiques. Dans hémoglobinopathie, surtout les drépanocytomes thalassémie, donc on a vu ça. Ça, c'est un tableau qui est qu'est-ce que... Oui, c'est le bêta-thalassémie. C'est un tableau qui résume les différentes formes cliniques de la bêta-thalassémie, majeure, intermédiaire et mineure. Majeure, c'est une transmission autosomale récessive. Mineure, récessive, elle est hétérozygote. Ces deux-là sont homozygotes. On a dit entre intermédiaire et majeure, tout dépend de l'expression clinique. Là, c'est l'expression clinique triade hémolytique. On a la triade hémolytique. Faciès mongoloïde, donc l'hypertélorisme, l'aplatissement, la base du nez. Donc, on a les malformations et le faciès mongoloïde. Et le faciès, il est moins prononcé, donc on n'a pas, on a une déformation, mais ils ne sont pas aussi flagrants que, donc ça c'est pathognomonique de la bêta-thalassémie majeure. On a une déformation dans l'intermédiaire, mais elle n'est pas très marquée. Le tableau, il est moins brûlé. Donc, les complications, surtout les complications, retard staturo-pondéral et surtout le retard pondéral.
Donc, biologique, hémoglobine, donc elle est toujours inférieure à 7. Dans l'intermédiaire, elle est supérieure à 7. Donc, le patient, il n'y a pas une dépendance transfusionnelle. Là, c'est une dépendance transfusionnelle. Donc, à partir du sixième mois, huitième mois, on va voir que le patient il est régulièrement transfusé. Quand on recherche dans les antécédents qu'il n'y a pas donc, une transfusion par 2 mois, 3 mois, donc il n'y a pas une dépendance jusqu'à 6 mois, donc il n'y a pas une dépendance transfusionnelle, on pense à la bêta-thalassémie intermédiaire. Pour l'électrophorèse, donc l'hémoglobine A, elle est faible, donc A2, elle est variable et F, elle est élevée. Et là, dans bêta-thalassémie, c'est la F qui est majoritaire. Voilà. Dans la bêta-thalassémie, l'électrophorèse de l'hémoglobine, c'est qui permet de poser le diagnostic. Voilà. Qu'est-ce qu'on va trouver? On va trouver normalement, à l'état normal, l'électrophorèse, on a de la A qui est augmentée. A2 inférieur à 3,3, F trace. Dans la bêta-thalassémie, c'est la F qui est majoritaire, A2 elle est variable. Si on n'a pas de A, donc c'est une bêta 0, c'est A mais un taux légère augmentation, c'est bêta plus. Donc il y a un peu de sécrétion de A, de chaîne bêta. Voilà, c'est pour ça on met bêta plus. Mais dans l'intermédiaire, il y a un peu de A, donc c'est bêta plus. C'est le même profil électrophorique. Pour confirmer, il faut toujours faire l'enquête familiale. Donc, les deux parents doivent être hétérozygotes. Et hétérozygotes, les caractéristiques, c'est la pseudo-polyglobulie microcytaire, c'est-à-dire augmentation exclusive des globules rouges. Pour dire qu'il y a une polyglobulie, il faut l'augmentation des globules rouges, l'hémoglobine et de l'hématocrite. Si on a augmentation que des globules rouges, on va parler de pseudo-polyglobulie. On va voir le VGM, c'est les microcytaires. Donc, on pense à la bêta-thalassémie hétérozygote qui est asymptomatique. C'est une pathologie asymptomatique. Donc, on va faire l'électrophorèse d'hémoglobine. On va trouver une A2 qui est supérieure à 3,3. Un des parents, il est hétérozygote. C'est porteur sain. Donc, complications, c'est surtout lié à l'hémolyse, c'est-à-dire l'hélice vésiculaire, l'ulcère de jambe, l'hypersplénisme, donc parce qu'il y a la rate, triade hémolytique, rate volumineuse, les infections, l'hémochroma et surtout la complication majeure dans la bêta-thalassémie, c'est la surcharge en fer qui est multifactorielle. C'est la transfusion, l'augmentation de l'absorption de fer, surutilisation. Donc voilà les différentes. Donc l'hémochromatose qui peut toucher tous les organes. Donc, que ce soit le cœur, ça donne l'insuffisance cardiaque. Que ce soit le poumon, que ce soit les organes thyroïdes, endocriniens, donc la thyroïde, l'hypothyroïde, ça touche les organes centraux. Donc, ça touche pancréas, diabète, les gonades, etc. Donc, ça peut toucher tous les organes et ça donne une défaillance de cet organe. Trouble de la croissance, défaillance polyviscérale à un stade avancé. Voilà. Le traitement, il faut transfuser, un programme transfusionnel, c'est la transfusion. On a l'hydriase qui est inducteur d'hémoglobine F pour espacer un petit peu les transfusions. Et surtout, la chélation en fer, donc pour diminuer le taux de fer, elle est indiquée la chélation si on a une ferritine supérieure à 1000 ou bien plus de transfusion de déculoglobulaire. Supplémentation BNF parce qu'il y a de surutilisation, l'hémolyse, donc il y a une carence en BNF, donc il faut donner BNF, antibioprophylaxie. Splénectomie en cas d'hypersplénisme et le seul traitement curateur c'est l'allographie. C'est bien sûr on a un donneur HLA compatible. Donc l'allographie c'est le seul traitement curateur. Pour la prévention, c'est le conseil génétique et le diagnostic prénatal. Donc, il faut toujours conseiller les patients qui sont double hétéro. Il faut conseiller à vos patients, à vos proches, donc de faire de l'électrophorèse dans le binôme prénuptial. Ça nous permet de limiter ces pathologies, transmission génétique, donc les pathologies congénitale. Voilà, donc pour le syndrome drépanocytaire, j'ai mis un autre tableau. Donc il y a un autre tableau pour résumer les deux tableaux. Donc il y a la forme homozygote, hétérozygote, elle est asymptomatique. La symptomatique, donc l'homozygote, elle est symptomatique. L'apparition 6 à 24 mois. Vous voyez donc dans la bêta-thalassémie,
majeur, c'est 6 à 24 mois, c'est précoce. Là, on peut avoir une bêta-thalassémie découverte chez l'enfant bien l'adulte. Également, donc là, c'est la triade hémolytique, métastatio-pondérale, ce qui caractérise la drépanocytose chez les patients qui ont une drépanocytose. Donc, il y a trois paliers. On a vu, donc, il y a jusqu'à 5 ans, 5 ans à 15 ans, supérieur à 15 ans. Donc, ça, c'est la période des crises vaso-occlusives, des infections, la- euh, hein, c'est surtout les douleurs abdominales, syndrome main-pied. Dans la phase 5 à 15 ans, c'est des crises vaso-occlusives, le syndrome thoracique aigu, et il y a de la splénie. 7 ans, il y a disparition de la rate après 7 ans. Donc voilà, c'est par microthrombus, c'est l'autosplénictomie. Voilà. Ensuite, après de 15 ans, c'est les complications dégénératives à cause de thrombose à chaque fois thrombose. Donc on aura surtout l'ostéonécrose fémorale, il y a les complications dégénératives cardiaques, ophtalmologiques, donc cérébrales, rénales, etc. La biologie, il y a toujours une anémie normocytaire pnéumochrome régénérative, très régénérative. Qu'est-ce qu'on va faire? Donc, le frottis sanguin au niveau de la bêta-thalassémie, c'est on a une paukylocytose. Une paukylocytose, il y a la microcytose, il y a les dans la drépanocytose, qui dit drépanocyte? Parce que c'est un anomalie qui est qualitatif, la qualité, donc on aura de l'hémoglobine S qui est caractérisée à l'état désoxygéné à des fossiles, forme de fossiles, donc c'est des drépanocytes. On peut faire la test de falciformation, donc on va désoxygéner le sang et on va étaler et comme ça on va avoir l'apparition de drépanocytes au niveau du frottis sanguin. Pour l'électrophorèse, l'hémoglobine S elle est supérieure à 80%, pour l'hétérozygote elle est aux alentours de 40-50%. Donc voilà, si on a hémoglobine S à 40 et A qui est élevé, donc on pense à la drépanocytose hétérozygote et A2 inférieur à 3,3. Si on a hémoglobine S majoritaire qui dépasse les 80%, donc c'est une bêta-drépanocytose homozygote. Et hémoglobine A2 qui est inférieure à 3,3. Donc les complications inférieures à 5 ans, c'est surtout les infections et le syndrome main-pied. 5 à 15 ans, c'est les infections, les crises vaso-occlusives. Supérieur syndrome thoracique aigu c'est une urgence thérapeutique. Supérieur à 15 ans, c'est les complications dégénératives, l'ostéonécrose, rétinopathie, défaillance polyviscérale. Pour le traitement, c'est la transfusion, mais notre type, c'est l'échange transfusionnel. On retire le sang qui contient de l'hémoglobine S et on rajoute, donc il y a l'échange transfusionnel ponctuel, il y a le programme d'échange transfusionnel, il y a les indications de chaque. Par exemple, on fait échange transfusionnel quand il y a des crises vaso-occlusives, on remet le traitement antalgique quand il y a un syndrome thoracique aigu, priapisme, AVC, etc. Et le programme, donc le patient vient chaque mois, etc. Donc un programme d'échange transfusionnel, ça c'est les patients qui ont fait un AVC, quand il y a défaillance, les complications générales, voilà donc les indications. Et les transfusions ponctuelles, sauf quand il y a une anémie sévère. Donc, supplémenter en BNF, l'antibioprophylaxie, il y a l'inducteur de l'hémoglobine F qui est l'hydria qui nous permet donc, il y a des indications de l'hydria et l'hémoglobine F, elle diminue la polymérisation de l'hémoglobine S. Donc voilà. Et le seul traitement curateur, c'est l'allogreffe. Donc la prévention, c'est le conseil génétique. On revient toujours sur le conseil génétique, le diagnostic prénatal. Vaut mieux prévenir que guérir. Donc, il y a les syndromes double hétérozygosie. Donc, il y a S-bêta-thalassémie. Si on a, par exemple, les signes, quelques signes de crise vaso-occlusive, on a de la crise vaso-occlusive, on a des malformations, mais ils ne sont pas très prenants. Donc, et on a deux symptomatologies qui sont mélangées. Mais surtout, c'est de la bêta-thalassémie, une déformation. On n'a pas la splénie et on a des crises parfois des crises vaso-occlusives. Donc, on pense à une association S-bêta-thalassémie. Donc, on va avoir une hémoglobine, une anémie macrocytaire. Qu'est-ce qu'on va retrouver au niveau du frottis? Et des drépanocytes,
de la microcytose et des poikilocytes. Qu'est-ce qu'on va trouver l'électrophorèse? Donc, on va trouver de la S qui est élevée et de la A2 qui est supérieure à 3,3. On va poser le diagnostic de la bêta-thalassémie. Il faut toujours l'enquête familiale. L'enquête, on va trouver un parent qui est bêta-thal hétéro et la mère drépano hétérozygote. Donc, voilà pour les S-bêta-thalassémies. Et il nous reste les causes non corpusculaires, donc c'est soit immunologique, auto-immune pour poser le diagnostic, c'est des auto-anticorps qui vont se fixer sur les globules rouges et pour détecter ces auto-anticorps, on fait le test de Coombs direct qui permet de détecter les auto-anticorps fixés sur les globules rouges. Donc voilà, on voit les anémies hémolytiques auto-immunes, donc il y a les secondaires et il y a les idiopathiques. Il faut toujours éliminer tout ce qui est secondaire. Les secondaires, on a les syndromes lymphoprolifératifs, chef de file, c'est la LLC. Et tous les lymphomes peuvent donner, parce que c'est une pathologie qui touche l'immunité, donc on peut avoir, donc il y a une dérégulation immunitaire, donc on peut avoir des auto-anticorps qui vont s'attaquer aux globules rouges. Donc ce qu'on appelle l'anémie hémolytique auto-immune secondaire, syndrome myéloprolifératif. Il faut toujours rechercher un syndrome myéloprolifératif, une maladie immunologique, donc soit lupus, donc maladie de système. Il faut rechercher donc surtout on recherche les hépatites, les infections qui peuvent donner donc développer des auto-anticorps. Donc si on n'a aucune étiologie, on classe notre patient anémie hémolytique auto-immune donc idiopathique ou primitif. Il y a l'allo-immunisation quand il y a transfusion, c'est des auto-anticorps d'un autre individu. Donc, et immunoallergique, c'est médicamenteux. Et il y a les non immunologiques, soit mécaniques, soit toxiques, soit infectieux, etc. Donc, voilà, différentes causes des anémies hémolytiques. On a fait une petite révision sur le chapitre des globules rouges, les différentes étiologies de l'anémie. J'espère que ça a été bénéfique. Je vous souhaite bon courage et à la prochaine présentation qui sera sur l'hémostase. صحة فطوركم صحة رمضانكم